Il y a 3 ans, Vladimir Poutine pensait qu'il pouvait mener une guerre tout en laissant l'économie continuer à fonctionner normalement. Aujourd'hui, l'économie russe est elle-même devenue un champ de bataille. Tout semble fonctionner. Plein d'emplois, production industrielle en hausse, rouble fort. Mais en réalité, le système s'effondre discrètement, morceau par morceau, rouble après rouble. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment la Russie a transformé son économie en machine de guerre. Comment les sanctions agissent, comment le pays les contourne et où se trouvent les points de rupture qui peuvent tout faire s'effondrer. Nous parlons de dépenses militantes militaires qui explosent, de raffineries qui brûlent, de banques au bord de la crise de la dette et d'une société qui ne connaît la stabilité que par la peur. Et à la fin, une question simple se pose, combien de temps un État peut-il survivre s'il ne fonctionne que lorsqu'il fait la guerre ? Voyons comment l'économie de la Russie est passée étape par étape de la stabilité à l'état d'urgence et pourquoi elle ne pourra peut-être jamais sortir de cet état d'urgence. Ali Gastro, économiser chez Oli avec mon code. Alors que la guerre en Ukraine est entrée dans sa 4e année, l'économie russe a pris une direction que même beaucoup au Kremlin n'avaient à nouveau pas prévue. D'une économie de guerre initialement résistante, on est passé à un système fragile qui ne tient plus que grâce au contrôle étatique, à la contrainte et aux revenus à court terme des exportations d'énergie. Depuis 2022, Moscou militarise progressivement son économie, non par décret soudain, mais via des états d'urgence et des contrôles forcés liés à l'Ukraine. Industrie, budget gelé, augmentation des impôts et retrait des investisseurs privés. La conséquence s'est manifestée dans tous les indicateurs. Un déficit budgétaire à 2 chiffres dans le secteur de l'armement, une inflation qui restait difficile à maîtriser malgré une politique de taux d'intérêt extrême, et un marché des capitaux presque isolé du reste du monde. La Banque centrale, sous Elvira Nabiolina, a tenté depuis 2022 de stabiliser le système. Elle a relevé le taux directeur à plus de 20%, soutenu artificiellement le rouble et limité les sorties de capitaux. Cette politique a fonctionné à court terme, mais elle a eu un prix élevé. Les prêts aux entreprises ont fortement diminué, tandis que l'endettement des banques d'État a continué de croître. Comme l'a analysé Adam Tooze dans son Chartbook 345, le pays a mené une économie qui est devenue de plus en plus occupée, mais en même temps plus pauvre. Cette dynamique paradoxale a constitué le point de départ d'une évolution qui menace aujourd'hui l'ensemble du système. L'économie de guerre russe a généré d'énormes effets sur l'emploi. Plus de 1,8 million de personnes ont travaillé directement ou indirectement dans la production d'armement, mais cela n'a guère créé de capital productif. Parallèlement, l'État a réduit les budgets sociaux et d'infrastructures afin de financer des chars, des munitions et des subventions pour l'industrie et l'agriculture. Pour la première fois depuis l'époque soviétique, le budget 2025 consacre plus d'argent à la défense et à la sécurité intérieure. A changé. L'économie a changé face au monde. Le monde a changé au fil des années. Le monde a changé, l'économie a changé dans ce contexte. L'économie a changé le monde ces dernières années. L'économie s'est adaptée au monde. Elle a changé le monde ces dernières années. L'économie a changé dans le contexte mondial. Un tiers de la capacité de raffinage russe est à l'arrêt. Le pays a certes, comme l'a souligné le ministre des Finances Anton Siulanov au printemps 2025, conservé la majeure partie de sa stabilité macroéconomique, mais cette stabilité officielle s'est révélée de plus en plus être une façade. Derrière les bons chiffres de l'emploi, une transformation structurelle préoccupante s'est produite. Pénurie de main-d'œuvre industrielle, vieillissement démographique, fuite des talents et nationalisation croissante des patrimoines privés. La nouvelle réalité a créé un pays apparemment en mouvement, mais intérieurement figé. La gestion économique de Moscou fonctionne en mode urgence. Crédit sollicita selon la loyauté politique, prix manipulés par des interdictions d'exportation et grandes entreprises surveillées par les services d'allemand de sécurité. Cette introduction vise à montrer que l'économie russe n'est plus dans une récession classique, mais dans un état de fixation sur la guerre. Un système qui grandit en s'autodétruisant. Avant l'attaque contre l'Ukraine en février 2022, la Russie disposait encore d'une économie qui paraissait stable à l'extérieur, mais qui reposait déjà sur des bases fragiles en interne. Le budget de l'État était équilibré,
la dette extérieure inférieure à 20% du produit intérieur brut et les réserves de devises atteignaient environ 640 milliards de dollars, parmi les plus importantes au monde. La direction russe a présenté cette force macroéconomique comme la preuve de son indépendance vis-à-vis des marchés occidentaux. Mais les apparences étaient trompeuses. En réalité, l'économie russe était déjà en stagnation structurelle avant la guerre. Entre 2014 et 2021, la croissance réelle n'a guère dépassé 1% en moyenne, tandis que la productivité et le taux d'investissement étaient en baisse. Les sanctions après l'annexion de la Crimée ont restreint l'importation de technologies, capitaux et financements, tandis que les baisses du prix du pétrole en 2014 et 2020 ont plusieurs fois fragilisé les revenus. Certes, la Russie a pu limiter le déficit grâce à une politique budgétaire prudente et à ce que l'on appelle l'encre budgétaire, une règle de dépenses liée au prix du pétrole. Cette stabilité a cependant compromis l'avenir. La production industrielle a également été marquée par une structure d'importation qui a rendu le pays vulnérable. De 2010 à 2021, la Russie a importé environ 40% de ses machines-outils, 60% de ses semi-conducteurs et presque tous ses composants. Dissous. Les coûts de la croissance ont été dissous ces dernières années, dissous ces dernières années. Les coûts de la croissance ont coût de la croissance dissous. On coûte de la croissance. Les coûts de la croissance ont été dissous ces dernières années. Les coûts de la croissance ces dernières années. Les coûts de la croissance ont été dissous ces dernières années. Les coûts de la croissance ont été dissous ces dernières années. Un déséquilibre social et démographique était déjà visible. La population commençait à vieillir. Le taux de natalité baisse depuis 2016 et environ 500 000 professionnels qualifiés ont quitté le pays. Alors que les salaires réels sont restés stables entre 2014 et 2021, l'écart de richesse entre la région de la capitale et la province s'est creusé. La part de la population ayant un revenu inférieur au minimum vital est restée entre 12 et 13% malgré des corrections statistiques. C'était le fondement sur lequel l'économie de guerre ultérieure devait s'appuyer. Un État formellement solvable, mais vidé sur le plan social et structurel. L'économie qui est entrée en guerre en 2022 n'était donc pas un système dynamique en pleine croissance, mais une économie vieillissante, dominée par l'État, dont la robustesse se reflétait uniquement dans la façade des chiffres macroéconomiques. Le prix de la stabilité s'est traduit par un manque d'innovation, une oligarchie imbriquée et une dépendance massive aux exportations d'énergie. Lorsque les chars ont franchi la frontière, Moscou s'est appuyé sur une économie certes disciplinée, mais qui n'était pas résiliente. En temps de paix, elle fonctionnait, en temps de guerre, elle devait se révéler comme une surcharge pour ses propres principes structurels. Lorsque les premières sanctions occidentales ont été imposées après l'attaque contre l'Ukraine en février 2022, le Kremlin les a publiquement qualifiées de mesures punitives vouées à l'échec. Au cours des premiers 2 mois, cette propagande a effectivement fait impression, car la Russie a amorti les chocs immédiats. La Banque centrale a accru les contrôles sur les capitaux, régulé le rouble et stabilisé l'industrie par des interdictions d'importation et une gestion imposée. Mais sous la surface, l'effet des sanctions s'est déployé progressivement. Tout d'abord, c'est le secteur financier qui a été touché. Plus de la moitié des réserves russes, environ 300 milliards de dollars, ont été gelés dans des banques centrales occidentales. Cette mesure a révélé le talon d'Achille structurel du système. La prétendue autonomie financière reposait sur des avoirs investis dans des devises occidentales. Parallèlement, de grandes banques commerciales comme Sberbank et VTB ont été exclues du système international de paiement Society for Worldwide, Interbank Financial Telecommunication. Les chaînes de crédit vers l'étranger se sont presque rompues. Et même des États amis comme la Chine ou l'Inde ont effectué leurs paiements par des voies détournées. Depuis 2023, le système financier russe fonctionne ainsi dans un état de circulation interne forcée, une sorte d'autarcie monétaire qui simule la stabilité, mais qui, à long terme, étouffe les investissements. La deuxième vague de sanctions a touché le secteur technologique et industriel. Depuis 2022, la Russie n'a presque plus accès aux semi-conducteurs modernes, machines-outils ou composants d'avions. Même les pièces détachées d'avions civils n'ont transité que par des chaînes de réexportation complexes comptent depuis la Turquie, les Émirats ou le Kazakhstan. Le complexe militaro-industriel d'État a compensé cette pénurie à court terme en militarisant les chaînes de production civile. Des usines automobiles ont produit des pièces de chars et des entreprises d'électronique des systèmes de contrôle de drones.
Cette solution temporaire a fonctionné brièvement, mais a fortement dégradé la qualité. Et à une fuite du marché civil. Dans le même temps, le secteur de l'énergie, longtemps pilier de la prospérité russe, a connu un déclin progressif mais dramatique. L'embargo de l'Union européenne sur les importations de pétrole brut est entré en vigueur en décembre 2022 et a réduit d'environ 2 millions de barils les ventes quotidiennes. La Russie a commencé à rediriger ses exportations vers l'Inde et la Chine, souvent avec de fortes baisses de prix. Bloomberg rapporte qu'à l'été 2025, l'Inde a acheté du pétrole brut russe jusqu'à 15 $ sous le prix Brent. Ces remises ont certes permis de stabiliser les volumes de vente, mais elles ont considérablement réduit les bénéfices. En parallèle, la vulnérabilité des infrastructures énergétiques a augmenté. Depuis 2023, des attaques de drones ukrainiens ont endommagé plus d'un tiers des capacités de raffinage russes. Combiné aux embargos technologiques occidentaux, cela a augmenté les coûts de production et fait grimper le prix intérieur des carburants d'environ 10%. Les sanctions ont touché non seulement les exportations, mais aussi l'architecture fiscale. Les revenus issus des ventes de pétrole et de gaz ont baissé de 17% au premier semestre 2025, alors que les dépenses de guerre ont encore augmenté. Le gouvernement a alors réagi par des hausses d'impôts, des réductions des dépenses civiles et l'introduction progressive d'une taxe de guerre. Conséquences macroéconomiques. La Russie a évité l'hyperinflation, mais l'inflation reste supérieure à 8% et le produit intérieur brut stagne. Contourner les marchés occidentaux a permis à la Russie de tenir à court terme, mais a accru sa dépendance à quelques acheteurs et son isolement structurel à long terme. L'économie nationale, autrefois intégrée mondialement, s'est transformée en un système de guerre dirigiste où énergie, argent et population sont désormais contrôlés par l'État. Chez Holly, il y a des réductions folles pour le Black Week et vous pouvez gagner de l'or et de l'argent. Un jeu concours est aussi réservé à cette chaîne. Je suis partenaire avec Holly depuis des années et j'adore ça, tout le monde le sait. Il suffit de mettre de l'eau froide et la poudre dans la bouteille, de secouer et c'est prêt à déguster. En ce moment, lors du Black Week, les offres s'enchaînent. Personnellement, je préfère le mix and match, j'adore ça. Pour 4 de ces tablettes, la réduction passe de 20% à 30%. En plus, bien sûr, 10% supplémentaires si vous utilisez mon code. Heinrich, cela vous permet d'économiser 40% sur 4 tablettes ou plus. En plus, il y a maintenant des réductions quotidiennes, jusqu'au 1er inclus, décembre, en plus de tout cela. Il y a aussi une nouvelle saveur, Cotton Candy Caterpillar, mais 3 anciennes saveurs sont également de retour. Parmi elles, il y a le Frosty Fox que j'adore, que vous voyez ici. C'est une saveur dont je suis complètement fou. C'est pour moi le meilleur mélange d'énergie. Fan de bonbons glacés, essayez-le absolument. J'ai déjà commandé un stock pour l'année. Ils sont en édition limitée, donc si ça vous plaît, achetez vite. Vous devrez sans doute attendre au moins 1 an avant que ce soit disponible à nouveau. Selon le montant de vos achats, il y a aussi des cadeaux gratuits en plus. Et ceux qui collectionnent les shakers seront vraiment ravis avec le Black Week Megapack. Mais passons au jeu concours. Entre le 23 novembre et le 12 février, on peut gagner une sucette en or d'une valeur de 50 000 € ou l'une des 3 pièces d'or d'une valeur totale de 30 000 €. Le jeu concours est valable partout avec tous les codes, uniquement avec le code Heinrich. Ici, chez Militaire et Histoire, vous pouvez, en plus des prix en or, gagner une pièce en argent avec le logo de la chaîne d'une valeur de 275 €. Au total, 15 de ces pièces seront distribuées. Aucun autre partenaire sacré ne propose cela. Seule cette chaîne offre à la fois les prix généraux en or et, en plus, des prix séparés en argent. La raison en est simple. Le fabricant de ces pièces, du bonbon en or ainsi que des pièces en argent, est un spectateur de la chaîne et il adore la chaîne. D'après ce que j'ai entendu, c'est pourquoi Holly et moi faisons cette action commune avec son aide, parce qu'il l'a proposé. C'est pourquoi il n'y a qu'ici, avec le code Heinrich, la possibilité de gagner d'une part les prix en or, mais en plus encore 15 pièces en argent avec le logo de la chaîne. Il se trouve qu'un achat signifie automatiquement un ticket de participation. Quiconque achète entre le 23 novembre et le 12 février participe automatiquement. Livraison uniquement dans l'Union européenne ou en Suisse. Participation unique autorisée. Et alors que tout autre code ou achat sans code ne vous donne qu'une chance de gagner les prix en or, il n'y a qu'avec le code Heinrich. Seul ce code vous donne la chance de gagner l'une des 15 pièces en argent avec le logo de la chaîne. Mais revenons à la vidéo.
La Russie ne s'est pas isolée après les premiers chocs des sanctions, mais a créé à une vitesse impressionnante une économie parallèle. Cette nouvelle structure repose sur 3 piliers: l'utilisation systématique de pays tiers, la mise en place de canaux financiers alternatifs et le développement ciblé de chaînes d'exportation opaques. Comme l'a rapporté le portail d'investigation Actual.nu, le Kremlin n'a pas improvisé, mais a mis en place une contre-économie stratégique. Objectif clair: les contourner sans les violer ouvertement. Le principal mécanisme a été de détourner le commerce par des pays neutres et amis. Entre 2022 et 2025, le commerce de la Russie avec le Kazakhstan, l'Arménie, la Tchékénie, la Turquie, les Émirats arabes unis et le Kirghizistan a augmenté de façon spectaculaire. Les statistiques douanières de l'Union européenne montrent que les exportations européennes vers le Kazakhstan ont triplé en un an, tandis que les importations russes depuis des entreprises kazakhes ont augmenté presque autant sur la même période. Cette évolution en miroir a montré qu'une part importante de la technologie occidentale est revenue en Russie via des routes de réexportation. Principalement des machines, pièces détachées, électroniques et microprocesseurs sont arrivés dans le pays. La part des biens à double usage, soit technologies civiles et militaires, a augmenté de plus de 200% entre 2023 et 2025, selon l'Institut OSW de Varsovie. L'énergie a été centrale. La Russie a fait de ses exportations un outil géopolitique. Les plus grands acheteurs, principalement l'Inde et la Chine, ont dicté le prix et ont parfois imposé le paiement en monnaie nationale. Selon les données du gouvernement indien, New Delhi a importé plus de 35% de son pétrole de Russie en 2024. Le paiement a surtout été fait en roupies, bloquées sur des comptes de la banque Gazprom à Calcutta. Ce piège des roupies est devenu un problème de plusieurs milliards pour la Russie, car ces avoirs étaient difficilement convertibles en dehors du pays. Parallèlement, la Russie a caché ses exportations. La flotte fantôme, composée de vieux pétroliers, gérée par des sociétés écrans à Dubaï, en Grèce et au Libéria, a déjà transporté plus de la moitié des exportations de pétrole brut russe en 2024. Cette flotte a été assurée en dehors de l'Union européenne et a souvent dissimulé sa route en éteignant les transpondeurs ou en manipulant les données de position. Le contournement des sanctions a marché à court terme, mais a eu un effet paradoxal sur la durée. L'industrie russe a certes retrouvé l'accès aux composants, mais à des prix nettement plus élevés et avec une perte de qualité. La Moscow Times a rapporté qu'en 2024, les prix des puces importées et des machines-outils ont augmenté en moyenne de 60 à 70%. Ainsi, la Russie a connu une seconde forme d'inflation, non pas monétaire, mais technologique. Une baisse durable de performance et de qualité, compensable seulement par perte d'efficacité et de qualité, compensable seulement en production. Cette évolution a donné naissance à un système basé sur le contournement, mais qui a renforcé sa propre vulnérabilité. La Russie n'a pas brisé les sanctions, elle les a contournées. Mais chaque étape de cette stratégie a accru la dépendance du pays à son économie souterraine. La Russie a commencé, après les premiers mois de la guerre, à transformer progressivement son économie en une économie de guerre permanente. Cette transition n'a pas été un décret unique, mais un processus qui s'est étendu à tous les niveaux entre 2022 et 2025, du budget à l'industrie jusqu'à la société. Selon le rapport de l'OSW, le budget de la Russie pour 2025, par contre, la guerre avant tout, il s'agit du budget russe pour 2025. Comme l'a documenté La guerre avant tout, l'État russe a-t-il ainsi procédé à une militarisation complète de son budget ? En 2025, 8,7 milliards de roubles, soit 40% du budget, ont été alloués à la défense et à la sécurité. Le nouveau système reposait sur une hiérarchisation claire. La production militaire avant l'économie civile, le contrôle étatique avant les mécanismes de marché, la mobilisation à court terme avant la stabilité à long terme. Dès 2023, le gouvernement a activé le régime des mesures économiques spéciales. Cette loi d'urgence a obligé les entreprises civiles à produire pour l'armée, fixer les salaires et attribuer des contrats sans appel d'offres. De grands conglomérats industriels comme Rostec, Uralvagonzavod et Kalachnikov ont été directement intégrés dans les chaînes de commande de l'État. La fusion entre l'État et l'industrie a d'abord permis au produit intérieur brut d'augmenter d'environ 3,5% en 2024, mais cet effet a été trompeur. La croissance a été exclusivement alimentée par la demande en armement. Parallèlement à l'industrie, l'État a réorganisé sa structure fiscale. Les budgets pour la santé, l'éducation et la science ont diminué,
tandis que les dépenses militaires sont restées permanentes. La part des dépenses de militaires dans le produit intérieur brut a atteint environ 8% en 2025, soit plus qu'en Union soviétique dans les années 1980. Pour financer cette expansion, Moscou a instauré de nouveaux impôts, contributions de guerre sur les bénéfices, taxes sur la valeur ajoutée portée à 22% et taxes spéciales sur les exportations de matières premières. Le gouvernement a réduit la quantité de roubles pour freiner la consommation et concentrer les ressources sur la défense. L'analyse de Foreign Affairs réalisée par Alexandra Prokopenko a décrit cette situation. L'économie russe est active, mais elle s'appauvrit. Cette croissance repose sur la destruction de son propre avenir. En fin de compte, la Russie a créé une structure stable à court terme, mais insoutenable à long terme. La production d'armes et de munitions a été multipliée par rapport au niveau d'avant-guerre. Mais le capital civil s'est détérioré et la productivité a baissé. Comme l'explique Adam Tooze dans Chartbook 345. A démontré, l'État russe s'est ainsi retrouvé dans une impasse économique. Plus l'argent a été investi dans l'armement, moins il y a eu de retombées sur la croissance productive. L'économie de guerre de la Russie a donc fonctionné jusqu'à présent, mais elle ne fonctionne que tant que la guerre reste la norme. Derrière la façade solide de l'économie de guerre, des failles structurelles ont émergé, menaçant le système de l'intérieur. Les coûts de la guerre ont désormais englouti plus de 8% du produit intérieur brut, tandis que les revenus des exportations de pétrole et de gaz ont chuté de près de 20% en 2025. Le gouvernement a comblé ce déficit par des dettes et des taxes spéciales. Mais le marché intérieur russe supporte difficilement cette dette, car les banques restent exclues du marché international des capitaux à cause des sanctions. La part croissante des obligations d'État à court terme a rendu le budget de plus en plus vulnérable aux hausses de taux d'intérêt, une dynamique qui a failli provoquer une crise de liquidité à l'été 2025. Les attaques de drones ukrainiens et le manque de pièces occidentales ont fortement perturbé l'extraction et le raffinage russe. En septembre 2025, Reuters rapportait qu'un tiers des capacités de raffinage étaient à l'arrêt. Dans le même temps, la vente de pétrole à l'Inde et à la Chine a certes permis de stabiliser les volumes, mais a entraîné d'importantes réductions de prix. Environ 15 $ américains de moins, comme l'a rapporté Bloomberg. Ainsi, l'exportation d'énergie est passée d'une source de revenus à une stratégie déficitaire d'affirmation de soi. La Russie a exporté pour assurer sa liquidité, pas pour gagner de l'argent. Des centaines de milliers d'hommes sont morts, blessés ou mobilisés durablement dans l'armée. D'après l'ISW, depuis 2023, la mobilisation retire chaque mois 30 000 à 40 000 personnes du marché du travail civil. En même temps, environ 1,3 million de professionnels auraient quitté le pays. La baisse de la productivité civile s'est désormais fait sentir même dans le secteur de l'armement. Les volumes de production n'ont été maintenus que grâce aux heures supplémentaires et à la baisse des normes de qualité. Cette évolution a créé une spirale. Des salaires plus élevés causent plus d'inflation, réduisent le pouvoir d'achat et favorisent l'émigration. La Banque centrale a tenté de gérer ces tensions par des ajustements de taux et des contrôles de devises. Cependant, l'inflation est restée au-dessus de 8%, alors que les taux des crédits dépassaient 20%. Le système a ainsi réduit sa liquidité interne, les entreprises ont peu investi et les consommateurs peu consommé. De plus, de nombreux dépôts bancaires ont été redirigés vers des obligations d'État à court terme, constituant un financement occulte de l'État par les citoyens. Économiquement, la Russie a commencé à s'autodétruire. Le point de rupture le plus dangereux est politico-social. Foreign Affairs indique que la direction s'appuie davantage sur la répression et la peur pour imposer la loyauté. La purge des élites, l'arrestation de dirigeants critiques et la nationalisation des patrimoines privés ont bloqué l'initiative économique. La résignation s'est ajoutée au fatalisme dans la population. Un accord tacite basé sur la préservation des revenus, pas sur la conviction. Si cet équilibre se rompait, l'État devrait accroître la violence et l'expropriation. Une démarche qui affaiblirait encore davantage l'activité économique restante. Tous ces facteurs conduisent à un dilemme central. L'économie russe ne peut plus se permettre la paix. La guerre la maintient artificiellement active par commande publique, mobilisation et propagande. La fin de la guerre entraînerait un manque de débouchés, d'investisseurs, de spécialistes et de confiance. Comme l'a formulé Prokopenko, chaque rouble de production de guerre supplémentaire détruit un rouble d'avenir civil. C'est ainsi que le véritable point de rupture est atteint. Non pas un effondrement immédiat, mais une érosion de l'intérieur, une implosion insidieuse qui ne fait que prolonger artificiellement le moment d'équilibre.
L'économie russe a fonctionné extérieurement en 2025, mais seulement parce qu'elle a renoncé au principe d'une économie de marché normale. La stabilité à court terme reposait sur 3 piliers. Les dépenses matérielles militaires, stimulant l'économie, le contrôle étatique des prix, du travail et du crédit, et la propagande comme liant psychologique. Cette combinaison a empêché l'effondrement, mais a exclu toute reprise. La surcharge industrielle a usé les parcs de machines, raréfié les matières premières et évincé les investissements. Selon les données officielles, la production industrielle civile ne représentait plus qu'environ 48% en 2025 contre plus de la moitié pour la défense et la sécurité réunies. Le pays a ainsi atteint une forme d'autoréférence économique. Il produit pour pouvoir faire la guerre et il fait la guerre pour pouvoir produire. Même sur le plan extérieur, la forteresse Russie a montré des fissures. La dépendance envers la Chine et l'Inde a mis la Russie en position asymétrique. Les deux États ont imposé, en tant qu'acheteurs, les prix et les devises de leurs échanges. Les circuits du rouble, du yuan et de la roupie n'ont pas permis une réelle formation de capital. La Russie vit une semi-autarcie économique, échangeant des biens sans générer de croissance. L'intégration dans les chaînes d'approvisionnement mondiales s'est durablement déplacée. La Russie a pris au moins 10 ans de retard technologiquement, non seulement à cause du manque de composants occidentaux, mais aussi de la perte de savoir-faire, de licences et de partenaires de recherche. La militarisation constante de l'économie a renforcé l'État mais épuisé la société. Le budget de l'État est centralisé. Les régions ont perdu leur autonomie et la population en a souffert. Non pas comme un effondrement soudain, mais un appauvrissement progressif. Les revenus réels ont baissé de plus de 10% et la consommation de 15% depuis 2021. La stabilité politique ne sait que chaque vague de protestation a été étouffée par la peur, la censure ou l'émigration. À long terme, cela ne crée pas un État stable, mais un équilibre de lassitude. La population est restée tranquille tant qu'elle recevait salaire et pain, mais la loyauté était bâtie sur du sable. À moyen terme, 3 scénarios se dessinent, à commencer par le scénario A, stagnation contrôlée. La Russie reste en mode guerre, financée par impôts et inflation. Mais le système survit à un niveau de plus en plus bas. Scénario B, épuisement économique. Un choc externe, par exemple une chute des prix de l'énergie ou la perte d'un grand client, conduit à une instabilité fiscale. L'État répond par des mesures coercitives, un contrôle des capitaux et de nouvelles nationalisations. Scénario C, bouleversement politique. Une lutte de pouvoir interne où une défaite provoque une crise de légitimité, rendant les réformes économiques inévitables. Mais la base de départ reste faible. La variante qui se produira dépend moins des sanctions occidentales que de la capacité propre de la Russie à sortir de la logique de la guerre. Le modèle précédent a fonctionné sur la contrainte, pas sur la confiance. Les systèmes qui détruisent la confiance finissent par imposer plus de contraintes qu'ils ne peuvent économiquement supporter. La Russie est récemment devenue un pays cherchant à faire de la guerre un modèle économique. Cela a fonctionné techniquement, organisationnellement et bureaucratiquement. Mais comme tout système qui a tiré son énergie de l'état d'exception, il a aussi commencé à se dévorer lui-même. Les chiffres étaient en tâté frappants, quasi plein d'emplois, production industrielle en hausse, rouble fort. Derrière ces chiffres, il n'y a pas eu de reprise, mais une guerre de redistribution contre son avenir. Un État qui peut construire des chars plus vite que des réfrigérateurs n'a produit la stabilité que comme une illusion, et cette illusion a coûté cher. Prospérité, population, confiance. Pourtant, de tels systèmes s'effondrent rarement brusquement. Ils sombrent lentement sous le poids de leurs propres mensonges, sous le coup du contrôle, sous la lassitude de ceux qui doivent les porter. L'économie de la Russie n'a pas explosé, elle a implosé lentement et silencieusement sur elle-même. La question n'est pas si le modèle échouera, mais quand, et qui aura la force de bâtir du neuf. C'est peut-être là que réside la cruelle ironie. Que le pays qui s'est préparé à la guerre pendant des décennies soit finalement vaincu, non pas par ses ennemis, mais par sa propre forme d'économie. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce levé, ça aide l'algorithme. Laissez un commentaire si vous voulez ajouter quelque chose. Et si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour le moment. De ma part, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Merci également au soutien sur Patreon ainsi qu'ici sur YouTube. Je tiens particulièrement à remercier le lieutenant-colonel Thomas Kramp, les lieutenants.
Nickname Tobib Carson Schultz. Sacha Horvat, Goulash Nasha 4000, Tequila 42, Badass Lawyer, Mahamori, Robert Viel, Bert Heinemans, Yanis J, Anti-X, Sacha Muller, Cunningham et Eustress. Merci beaucoup. Sans eux, cela ne serait pas possible ainsi.